Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je sais, je ne suis pas au bureau, mais je voulais absolument que cet épisode de podcast sorte. Donc, on s'adapte, on est à la maison, mais normalement, tout va bien, tu m'entends bien, tu me vois bien, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Quand ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. Alors, on est parti. Je suis ravie de faire cet épisode, d'aborder ce sujet sur ce podcast Mon Cercle Vertueux, parce que je suis sûre qu'il va beaucoup plus t'aider que les petites astuces, j'appelle ça les cacahuètes, les petites astuces qu'on va donner pour améliorer son budget. Parce que les petites astuces, ça joue le rôle de sapeur-pompier en ce qui concerne ta situation financière. Mais moi, ce que je veux, c'est te donner vraiment des insights, t'aider à prendre de la hauteur sur des sujets qui ont de réels impacts sur notre situation financière. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est certes moins palpable que l'absence de budget, que le découvert, mais qui a un impact tout aussi important et énormément de conséquences. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur parce qu'il concerne beaucoup de personnes, mais surtout mes compatriotes antillais. Non pas parce que nous sommes des Antillais, on n'est pas là pour faire des clichés, mais parce que littéralement, on est sur un territoire insulaire qui est petit en plus. Donc, ce dont on va parler est beaucoup plus palpable. Donc, on a plus tendance à en être victime. On va parler du poids du regard des autres et de l'impact que cela a sur nos finances. Ça vient titiller l'ego, je sais. Peut-être même que tu es en train de te dire au moment où tu me regardes que tu n'es pas du tout concerné par le sujet. Mais reste quand même avec moi parce que même si dans l'absolu, on pense assumer nos décisions, on pense assumer qui on est et même si on se dit qu'on s'en fout du regard des autres, eh bien, il est beaucoup plus facile d'assumer qui on est et d'assumer certains aspects de notre personnalité, de qui on est, quand ces aspects-là sont alignés à l'image qu'on renvoie ou à l'image qu'on veut renvoyer. Mais par contre, quand on a certains aspects de notre personnalité, de qui on est, ou alors quand nos aspirations, nos objectifs sont déconnectés ou en décalage avec l'image qu'on renvoie aujourd'hui ou les stéréotypes auxquels on appartient, parce que malheureusement on appartient à des stéréotypes, n'est-ce pas? Eh bien là, on a parfois du mal à les assumer. Soit on va les minimiser, soit on va les taire, soit on va peut-être être dans l'immobilisme. Et ça, pour moi, c'est le pire cas de figure qu'on peut avoir. Donc, si tu ne sais pas trop si effectivement parfois tes décisions sont influencées par le regard des autres ou les qu'en dira-t-on, reste avec moi dans cet épisode parce que on va faire des exercices et le premier exercice va te permettre de mesurer ou de peser le poids du regard des autres sur tes décisions qui ont elle-même un impact sur ta situation financière. Il y a une chose que je voudrais aussi rajouter parce que c'est important, c'est qu'on a parfois un besoin inconscient ou conscient, ça dépend, de loyauté. On veut rester fidèle à ce qu'on a toujours connu ou à ce que notre famille nous a inculqué concernant l'argent. C'est surtout concernant l'argent, pas que, mais bon là on va parler d'argent vu qu'on est sur un podcast qui parle d'argent, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ce besoin de loyauté, on a tendance parfois à faire des choix qui ne sont pas alignés à ce qui compte réellement pour nous ou en tout cas à ce vers quoi on veut aller réellement. Donc, j'ai vraiment voulu faire cet épisode de podcast parce que je suis persuadée que ça va te permettre de faire sauter certains verrous et donc te mettre en axe, n'est-ce pas, pour suivre les stratégies financières, pour suivre les méthodes comme la méthode FODAF qui vont t'aider à faire de ta vision de vie idéale ta réalité. Ok? Donc, j'espère t'avoir convaincu. J'ai voulu aussi faire cet épisode pour deux raisons. Deux raisons qui m'ont vraiment confirmé que c'était important d'aborder le sujet ici. La première raison, c'est que je suis tombée sur une étude de l'INSEE qui montrait qu'aux Antilles, il y avait un taux de chômage beaucoup plus élevé qu'en France hexagonale et que le nombre de souscriptions à des prêts conso était aussi plus élevé qu'en France hexagonale. Mais à contrario, le nombre de demandes de dossiers de surendettement était moins élevé aux Antilles qu'en France hexagonale. Et ça m'a vraiment interpellée parce que mathématiquement, si on a un taux de chômage plus élevé, cela sous-entend qu'il y a des situations financières plus contraignantes et on ne va pas rentrer dans le sujet phare, n'est-ce pas, de la vie chère aux Antilles, même si je pense que ça mérite quand même aussi un épisode dans ce podcast, mais ce sera pour un autre épisode, sinon on va rester là pendant 1 heure, n'est-ce pas? Donc ça m'a interpellée et je me suis demandé pourquoi. Et on va en parler dans cet épisode. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode, c'est parce que j'ai eu un échange avec une femme que j'ai coachée dans un des programmes dans lequel je suis mentor à argent. Et cette femme est venue me voir en me disant « Cindy, est-ce qu'il est possible de changer son rapport à l'argent pour enfin vivre l'abondance financière ?»
Et elle m'a mis dans les détails, parce qu'on remplit un questionnaire pour pouvoir ensuite passer en coaching, elle m'a mis dans les détails, entre autres, que son rêve, un de ses rêves, c'est d'acheter sa résidence principale pour avoir un toit lorsqu'elle sera à la retraite. Ensemble, rien de bien surprenant. Pour autant, quand on a échangé, on a creusé un petit peu et je me suis rendu compte que c'était une femme qui avait des propos très durs quand elle parlait de sa façon de gérer sa situation professionnelle et son argent. En creusant, le constat était sans appel. Là où elle était arrivée avec plein de conviction quant au fait qu'elle voulait avoir sa résidence principale, eh bien on s'est rendu compte qu'en fait c'était une injonction qui avait été plantée inconsciemment dans son cerveau par son ex-compagnon qui lui, effectivement, a construit et investi très tôt dans plusieurs biens immobiliers pour construire son parc immobilier. Et pour lui, c'était une façon certaine, voire peut-être même la seule, de construire sa sécurité, sérénité et abondance financière. Quand j'ai continué à échanger avec cette femme, elle m'a aussi dit que pour elle, elle avait une façon de gérer sa carrière professionnelle qui était irresponsable parce qu'elle alternait des périodes de travail durant lesquelles elle épargnait énormément avec des périodes où elle ne travaillait pas parce qu'elle aime beaucoup voyager et profiter de l'instant présent et durant lesquelles elle piochait dans son épargne pour pouvoir vivre. Et ça, elle a qualifié ça d'irresponsable. Et ce qualificatif ne venait pas d'elle, mais plutôt de son ex-compagnon pour qui ce mode de vie était inconcevable parce qu'il avait un besoin de sécurité financière très fort et le sens du sacrifice de sa jeunesse, de son argent de poche à l'époque, un sens de sacrifice fort, pour pouvoir investir massivement et ensuite, lors de ses jours plus mûrs, plus matures, profiter de ses revenus passifs. Elle a tellement baigné là-dedans qu'elle en est arrivée à penser que sa façon de gérer était irresponsable parce que ça ne calquait pas du tout avec les injonctions de son ex-compagnon et que son rêve à elle était d'avoir sa résidence principale parce que c'est comme ça qu'elle avait traduit inconsciemment son besoin de sécurité et sérénité. Non pas parce qu'elle le pensait réellement, mais parce qu'elle a beaucoup échangé à ce sujet avec quelqu'un de son entourage, autrement dit son ex-compagnon. Et je vais te la faire courte. Après un échange en coaching, elle s'est rendue compte qu'en fait, ce rêve ne lui appartenait pas et que ce n'est pas du tout ce à quoi elle aspirait dans la vie. Et ça a été un déclic pour moi parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, le poids du regard des autres pouvait nous pousser à poursuivre des rêves qui ne sont pas alignés avec ce qui nous fait vraiment vibrer. Si tant est qu'on sache identifier ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important pour moi de te présenter les exercices qu'on va voir dans la deuxième partie de cet épisode, parce que ça va t'aider à identifier le poids du regard des autres sur tes décisions. Donc on va mesurer ça ensemble, grâce aux exercices que je vais te proposer. La deuxième chose qu'on va faire ensemble dans cet épisode, c'est que tu vas découvrir comment rendre palpable ta vision de vie idéale. Si tu me connais, tu sais que pour moi, on doit tous commencer par là. On ne doit même pas commencer par l'état des lieux, on doit commencer par littéralement savoir définir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et enfin, tu vas faire un audit de ton entourage. Tu verras pourquoi c'est important de faire ça, parce que c'est ce qui va te permettre finalement de te détacher logistiquement du poids du regard des personnes qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux faire dans la vie. Et puis après, on verra ce qui pour moi est le plus, j'allais dire le plus triste, mais le plus impactant parce que c'est là avec nous tout le temps, eh bien c'est la façon dont on se raconte les histoires. C'est les gremlins, c'est la façon dont on se perçoit. Ok? Donc on y revient en deuxième partie. Dans la première partie, j'ai vraiment envie qu'on prenne le temps de voir l'impact et de voir comment se traduit finalement l'impact du regard des autres dans nos décisions du quotidien, dans nos grandes décisions aussi, et par ricochet dans notre situation financière. Il y a une réalité qu'on a souvent tendance à balayer, parce qu'on se dit que c'est un stéréotype. Mais force est de constater qu'effectivement, quand on est dans des territoires insulaires comme la Martinique, la Guadeloupe, eh bien, dans une même génération, et pas forcément dans une même génération, mais c'est très vrai dans une même génération, eh bien, on va se rendre compte que les réseaux sont interconnectés. Autrement dit, même si je ne te connais pas personnellement, je t'ai potentiellement déjà vu parce que tu connais un tel, qui connaît mon ami, par exemple. Les familles aussi sont connues, plus ou moins. Et donc, comme je disais en début de podcast, oui, le poids du regard des autres, le poids des injonctions sociétales et sociales est beaucoup plus palpable et donc logiquement beaucoup plus influent sur nos décisions. Ou en tout cas, ça peut l'être, consciemment ou inconsciemment. Et ça, comment ça va se traduire? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que si dans notre entourage proche ou si les personnes qui nous ressemblent
et quand je dis qu'ils nous ressemblent, c'est pas forcément physiquement, mais si la classe sociale à laquelle on appartient initialement n'ont pas les mêmes ambitions que nous, ce qui veut dire qu'en fait, on va sortir de ce que la société attend de nous, en termes d'ambition, en termes de carrière, en termes de niveau de vie de manière générale, parce qu'on parle d'argent, eh bien, ça va être pour nous beaucoup moins évident de faire différemment. Pas parce qu'on n'a pas les capacités, pas parce que c'est impossible, mais parce que finalement, on a peur d'être jugé. On a peur que l'entourage proche et moins proche, surtout moins proche, se demande pour qui on se prend. Ou parfois même, surtout quand il s'agit d'argent, on a peur de donner l'impression qu'on change de camp. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a fait un Money Talk dans le club MCV2 qui parlait justement du fait que plus on augmentait notre capacité d'investissement, plus on investissait, plus on avait accès à des cercles où il y a moins de monde qui nous ressemble. Et ça peut créer une dualité de par notre histoire, mais ça va vraiment faire l'objet de notre épisode, de par notre histoire, nous antillais. Ça va vraiment créer une dualité en nous parce que parfois on aura l'impression que pour aller vers nos aspirations, pour continuer à créer cet écosystème financier, cet empire financier FODAF, eh bien, il faut potentiellement trahir nos valeurs, nos convictions, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. N'oublie pas ce que j'ai dit dans les exercices qu'on va faire. Ça va dépendre de l'histoire qu'on se raconte. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais c'est quelque chose qui est réel aux Antilles en tout cas. Je vais vraiment parler de ce que je connais. C'est quelque chose qui est réel aux Antilles. A contrario, on peut aussi se retrouver à faire des dépenses qui ne sont pas alignées à ce qu'on veut vraiment, mais qui vont venir affirmer, confirmer l'image qu'on veut renvoyer à la société, à notre entourage. Et ça aussi, ça a un impact sur notre situation financière. Et attention, je ne suis pas en train de faire un jugement, ni un jugement de valeur, pas du tout, ça ne me ressemble absolument pas. Par contre, c'est quelque chose de factuel. Et il faut en parler, même si c'est un sujet touchy, parce que dans l'absolu, le problème, c'est pas qu'on fasse cette dépense, parce que vous savez, tu sais, toi qui me regardes, que pour moi, tout ce qu'on met en place via la méthode FODAF, c'est finalement pour dépenser sereinement dans ce qui compte pour nous, quel que soit ce que l'autre pense de ce qui compte pour nous. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que factuellement, on dépense non pas par rapport à nos aspirations réelles, mais par rapport à l'image qu'on veut renvoyer dans cette société, parce qu'on est victime finalement du poids du regard de l'autre. Plutôt on en prend conscience, parce que comme j'ai dit aussi, parfois on n'en est même pas conscient, parce qu'on se dit qu'on s'assume, parce qu'on se dit qu'on fait des choix conscients et qu'on est qui on est, peu importe ce que les autres pensent. Donc on n'est même pas conscient que finalement, ce qu'on est en train de faire, ça ne nous appartient pas, mais ça appartient plutôt à l'image qu'on veut renvoyer. Donc plus on est conscient de ce poids, plus on pourra s'en défaire pour avancer sereinement et en profitant du voyage vers cette vision de vie idéale qu'on a et qui nous est propre. Et pour illustrer ce que je viens de te dire, je vais te parler d'une anecdote que j'ai eue dans le club Mon Cercle Vertueux, comme beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup d'anecdotes qui me permettent finalement de voir que notre situation financière n'est pas juste la conséquence d'une maîtrise des notions de budget, de gestion, mais aussi la conséquence de la façon dont on se perçoit, etc. Bon, l'anecdote, c'est quoi? Lors d'un échange avec une banquise qui a dû faire face à un plan d'assainissement important, qui a même mené à un dossier de surendettement qui a été accepté, eh bien, elle m'a avoué qu'elle a tardé, malgré les conseils qu'on lui a donnés, malgré le plan qui était clair pour elle, elle a tardé à aller déposer son dossier de surendettement alors que ça commençait vraiment à chauffer parce qu'elle avait les huissiers, elle avait les juges, elle avait des convocations pour aller voir les juges pour avoir des décisions de plan de paiement et de remboursement. Donc elle était vraiment, vraiment à la limite, on va dire. Et elle a quand même tardé à déposer son dossier de surendettement. Et elle m'a avoué qu'elle a tardé parce qu'elle ne voulait pas que sa situation financière et ses difficultés financières soient étalées sur la place publique. Pourquoi elle pensait que ça allait être étalé sur la place publique? Eh bien parce que je crois que la femme, alors je ne sais plus quel était le lien, mais en tout cas la femme qui était responsable de récupérer les dossiers et de les traiter, c'était quelqu'un de son entourage. Non pas parce qu'elle la connaissait directement, mais je crois que c'était la sœur ou la cousine d'une collègue à elle, quelque chose de ce type-là. Et à cause de ça, elle n'a pas voulu y aller. Elle a voulu chercher des solutions par elle-même et elle s'est enfoncée dans sa situation challengeante jusqu'à ce qu'elle finisse par se rendre compte qu'effectivement, elle n'avait pas d'autre choix que de faire cette demande de dossier de surendettement pour arrêter l'hémorragie. Et ça, c'est littéralement le type d'impact dont je parlais du poids du regard des autres sur notre situation financière. Donc, comme j'expliquais, parfois, on n'est pas conscient qu'on prend des décisions influencées par le regard des autres. Donc, la première chose que je te propose, c'est d'identifier le poids que ce regard a sur tes décisions, sur toi de manière générale.
Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses être capable de mesurer si ce poids t'immobilise parfois, te paralyse, s'il est gênant, mais qu'il ne t'empêche pas de passer à l'action, si ce n'est qu'il crée parfois des résistances, ou si au contraire, tu t'en défais complètement et que tu avances sans aucune résistance vers ce qui compte pour toi. Pour t'aider à mesurer ce poids, on va faire un exercice de projection. Parce que parfois, le regard des autres et le poids du regard des autres, il est invisible. Donc, si je te pose juste la question, est-ce que tu penses que ça t'immobilise, etc., tu vas me répondre que non, ça ne t'immobilise absolument pas. Donc, pour que tu aies une analyse beaucoup plus proche de la réalité, je vais te proposer 2 choses. La première, c'est un exercice de projection. Donc, je vais te présenter 3 situations et tu vas identifier ce que tu penses que ça va réveiller chez toi. OK? Première situation, tu viens d'investir une grosse somme d'argent pour développer ton patrimoine. Là, tu arrives à une fête de famille et on te demande où tu en es justement dans le fait de constituer ce patrimoine parce qu'une fois, tu avais échangé sur tes ambitions à ce sujet avec tes cousines. C'est donc le moment opportun pour leur annoncer que tu as fait cet investissement. Selon toi, quelle sera ta première réaction quand ta cousine vient te voir pour te dire où tu en es? Est-ce que tu te sens à l'aise et tu le partages avec toute la famille? J'ai parlé des cousines, mais il y aura les tantes, les cousines, les oncles, etc. Donc, est-ce que tu es à l'aise pour le partager sans que tu sentes aucune résistance? Est-ce que tu te sens fier? Est-ce que tu as un peu honte parce que tante Jacqueline voit l'investissement et l'argent comme quelque chose de mauvais qui rend les gens mauvais? Bref, comment tu te sens dans cette situation-là? Deuxième situation, c'est la fin du mois et pour fêter le départ d'un de tes collègues, vous organisez un apéro et un dîner. Comme c'est la fin du mois, ton argent de poche est proche de zéro. Pas parce que tu ne maîtrises pas ton budget, mais parce que tu as octroyé un budget argent de poche day-to-day qui te permet derrière de faire tes plans d'épargne, d'assumer tes dépenses obligatoires essentielles, etc. Il est proche de zéro et tu as cette invitation. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sens à l'aise de refuser? Est-ce que tu acceptes en te disant que tu vas respecter le budget? Ou est-ce que tu te dis, pour ne pas être exposé et pour ne pas qu'on me pose de questions ou alors pour ne pas qu'on ait l'impression que je n'ai pas d'argent, eh bien, je dépense plus que ce dont je dispose en attendant d'avoir mon prochain revenu. Troisième situation, tu es en couple et tu gagnes beaucoup plus que ton conjoint. Tu es à l'aise avec cette idée parce que tu sais que le côté provider dont on parle souvent ne concerne pas que la situation financière. Tu te retrouves à parler avec des copines et des copines à tes copines qui sont là. Donc, on va imaginer que vous êtes dans une ambiance after work, etc. Et là, arrive le sujet des revenus dans le couple. Il y a une personne qui partage son point de vue à ce sujet en disant que pour elle, il faut absolument que l'homme gagne plus que la femme, etc., etc. Quand vient ton moment de parler ou partager ton expérience, est-ce que tu te sens à l'aise de parler de ta situation ou est-ce que tu vas la taire? Si tu la tais, pourquoi? Ok, je te laisse là avec ces 3 situations. N'hésite pas à brainstormer là-dessus ou à réfléchir pour finalement avoir une réponse la plus honnête que possible. Pour aller plus loin dans le fait de mesurer le poids du regard des autres, ce que je vais te proposer, c'est de choisir une semaine durant laquelle tu vas être attentive à toutes les situations qui impliquent que tu prennes une décision face au regard de quelqu'un de ton entourage ou de quelqu'un d'autre que toi. Et à chaque fois que tu identifies cette situation, tu vas analyser ta réaction face à celle-ci en faisant un petit journaling. Et après, tu vas mettre en corrélation les réponses que tu as eues face aux 3 situations dans lesquelles je t'ai projeté finalement, entre guillemets, et les situations réelles que tu as vécues pendant une semaine. Si bien sûr, pendant la semaine, tu n'as eu aucune situation de ce type, eh bien, tu vas attendre d'avoir une semaine où ça t'arrive. Ou alors, tu vas faire une période d'observation plus longue pour avoir au moins 3 situations durant lesquelles tu étais exposé au regard des autres. OK? Et ça va te permettre d'identifier si effectivement tu es à l'aise face au regard des autres et tu restes aligné à qui tu es, tes croyances, tes valeurs et ce à quoi tu aspires sur l'aspect financier. Si ça t'immobilise ou si c'est parfois gênant, mais que ça ne t'empêche pas d'avancer. Une fois que tu as fait le point, tu vas te poser ces 2 questions. Finalement, dans combien de situations le regard des autres a été pesant pour moi? Et ensuite, est-ce que mes réactions me protègent du regard des autres ou me permettent d'avancer vers ma vision? Et d'ailleurs, en parlant de vision, ce sera le 2e exercice que je te propose. L'idée ici, c'est de vraiment rendre palpable cette vision de vie idéale. Je ne veux pas que tu te dises que j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de pouvoir dépenser sereinement. Ce que je veux pour toi, c'est que tu mettes littéralement derrière ce j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être sereine, j'ai envie d'être dans l'abondance, mais que tu mettes littéralement ce que ça représente pour toi de manière concrète. Il faut vraiment que ce soit une vision HD, haute définition,
dans ton cerveau. C'est vraiment la base parce que c'est ce qui va t'aider à être intentionnel. C'est une sorte de fil rouge pour t'aider à ne pas dévier de ce à quoi tu aspires et c'est un garde-fou qui va t'assurer d'être aligné. Dans le Club Mon Cercle Vertueux, on a littéralement un module entier qui va nous permettre de designer cette vision. Et dans ce module, on utilise un outil que j'appelle la Mind Map de vie idéale FODAF, dans lequel on a vraiment 7 grands domaines, eux-mêmes divisés en sous-domaines, pour qu'on soit sûr d'avoir une vision globale de notre vie idéale. Et attention, c'est pas parce qu'on travaille sur cette vision qu'elle est fixée dans le temps et qu'elle ne bouge pas. Au contraire, elle est là et comme on la connaît, on pourra la mettre à jour si on se rend compte qu'il y a des choses ou des expériences de vie qui font que certains aspects évoluent. Cette mind map, elle va t'aider à ne pas plonger directement dans des objectifs financiers. Parce que souvent, on a des objectifs financiers, mais on ne sait même pas ce que ces objectifs financiers sont censés soutenir dans notre vie de manière générale. Donc, l'idée, c'est de d'abord partir sur cette vision. Et après, on ne le fera pas dans cet épisode, mais après, que tu gardes en tête que la suite du process, c'est de transformer cette vision en objectif de revenu, en objectif de patrimoine. Donc, les grands domaines de cette mind map, c'est ta santé, ton bien-être, ton cadre de vie, ton entourage, c'est très important, ta carrière ou ton activité professionnelle, ton développement personnel, donc tout ce qui est lié à ta formation, etc., les livres que tu vas lire, etc., l'impact que tu vas avoir dans ton entourage, justement, et tes expériences, les expériences de vie que tu veux vivre. L'objectif ici, c'est que tu puisses reprendre ces 7 grands domaines pour faire un brainstorming sur ce que tu veux ressentir, faire, être par rapport à ces 7 différents domaines. Où tu veux vivre dans la partie cadre de vie, comment tu veux t'habiller, quel type d'impact tu veux avoir et comment, etc., etc. L'idée, c'est vraiment que tu puisses avoir un brainstorming qui soit exhaustif. Même si tu n'arrives pas à répondre à tous les domaines de ta vie, l'idée, c'est que tu puisses au moins te poser la question. Troisième exercice, c'est l'audit de ton entourage. Maintenant que tu sais ce que tu veux dans la vie, il est important de regarder si ton entourage proche et les conversations que tu as avec cet entourage te permettent de te rapprocher ou d'être aligné avec cette vision de vie idéale. C'est pas un manque de loyauté, c'est plutôt une recherche d'alignement entre ce à quoi tu aspires et ton environnement, les conversations que tu as au quotidien, les petites pensées, les croyances qu'on transmet dans les conversations, dans ce qu'on dit, dans les remarques qu'on va faire, etc. Et ça, c'est important. C'est quelque chose à ne pas négliger parce que ça plante des graines. On l'a vu avec l'ex-compagnon de la femme dont je parlais en début d'épisode. L'idée, c'est que tu sois sûr que ton environnement normalise ce à quoi tu aspires, au lieu de finalement te donner l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable. Si tu te rends compte que ton entourage n'est pas aligné avec ce à quoi tu aspires, l'idée, c'est pas que tu finalement coupes les ponts avec tout le monde, c'est pas du tout ce que je te propose, mais plutôt que tu puisses te créer un cercle de personnes qui vont t'aider à normaliser cette vision de vie idéale. Donc, quand je dis ça, tu comprends qu'il faut arrêter de dire « no new friends ». Moi, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir se faire des amis même en étant adulte parce que là aussi, on est beaucoup plus intentionnel, on est beaucoup plus averti aussi sur les valeurs qu'on a, sur les convictions qu'on a, sur les conversations qu'on a envie d'avoir. Et quand on se retrouve à créer des liens d'amitié, tout adulte, avec des personnes qui sont complètement alignées avec ce qu'on a envie de vivre, qui on est, nos valeurs, etc., ça donne des amitiés extraordinaires. Donc, on oublie l'expression « no new friends ». Je déteste cette expression-là. Donc, moi, ce que je te propose, c'est littéralement de te créer cet entourage. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé finalement le Club Mon Cercle Vertueux, parce que, qu'on se retrouve plusieurs fois par mois, tous les mois en coaching, en présentiel dans le MCV2, pour parler de notre vision de vie idéale, de nos croyances, de notre relation à l'argent, qu'on voit l'évolution des femmes qui sont avec nous dans le club, ça ouvre notre champ des possibles. Et c'est ça, pour moi, la magie de l'entourage. A contrario, quand on est entouré de personnes qui se plaignent toute la journée de leur situation financière, qui ont l'impression que c'est la faute des autres, qui n'avancent pas pour changer cette situation, parce qu'on peut avoir une situation financière challengeante, mais quand même être dans une démarche qui est inspirante. Attention. Donc, si on est entouré que de personnes qui ont l'impression que leur situation, c'est une situation fataliste, elle ne peut pas changer, ça ne va pas nous encourager à être en mouvement pour changer la nôtre. Donc, c'est important de faire cet audit. Et enfin, dernier exercice que je te propose, c'est d'être attentive pendant autant de temps que nécessaire pour changer de manière intentionnelle ta narration, la façon dont tu te racontes les histoires. Si aujourd'hui, par exemple, tu as un découvert important, surtout ne sois pas dur avec toi-même parce que c'est ça le piège justement, j'en parlais. Les gremlins, les histoires qu'on se raconte, la façon dont on se perçoit, le jugement qu'on a envers nous-mêmes et qui nous empêche d'aller chercher les ressources qui vont nous aider à
changer notre situation financière. Souvent, on est dur avec nous-mêmes parce que notre entourage, à travers parfois des remarques qui peuvent paraître anodines, est aussi dur avec nous-mêmes. Et parfois, c'est nous-mêmes qui sommes durs avec les gens de notre entourage. Donc vraiment, sois attentive à ce que tu dis de toi. Sois attentive aux mots que tu emploies quand tu parles de l'argent, quand tu parles de tes ambitions, quand tu parles de ta situation d'aujourd'hui. Parce que ça va soit te mettre dans l'action, soit ça va te donner l'impression que c'est une fatalité, ce que tu vis, parce que, qu'on couple tout ça à tout ce qu'on vient de voir juste avant, mais parce que notre entourage le vit aussi, donc c'est normal, ou parce que, les personnes comme moi, c'est normal qu'on galère avec notre argent. Et ce que je te propose, c'est que tu puisses noter toutes les fois où tu as eu des propos très durs te concernant, quand il s'agit d'argent ou d'une situation qui a un impact sur l'argent, ta situation financière. Quand tu auras fait ça, tu vas ensuite reformuler ce que tu aurais écrit pour que ce soit beaucoup plus aligné à la femme que tu veux être. Et l'objectif là, c'est que tu deviennes ta cheerleader, ta meilleure cheerleader, celle qui croit en ce qu'elle veut faire et en ses capacités à aller faire ce qu'elle veut faire pour avoir ce qu'elle veut avoir. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'aidera. N'hésite pas à me faire un retour. Tu sais que j'aime vos retours parce que ça me permet de continuer à faire ça dans le plaisir, dans le fun. Et ça me permet de continuer à partager ma vision de la gestion financière, même si parfois elle est à contre-courant de ce qu'on pourrait voir et des injonctions des bons élèves de l'éducation financière. Allez, je te dis à très vite dans un prochain épisode.